souvent, lorsqu'on commence à gagner de l'argent, tout de suite, tout le monde t'explique que non, que l'argent dans le compte en banque, c'est pas bon. Oui. Qu'il faut rapidement investir l'argent. Il faut acheter des terres. Quelle est la chose la plus liquide au monde? C'est l'argent lui-même. C'est l'argent lui-même. Oui. C'est-à-dire, en fait, ta capacité à te relever rapidement dépend de ta capacité à retrouver rapidement du cash. Là, on dit non. Que ceux qui ont investi savent que c'est l'investissement, qu'ils peuvent perdre leur argent. Et effectivement, ils ont cramé les 3 millions. L'application, le SaaS qu'ils voulaient développer n'a jamais vu le jour. Et les gars sont sur de nouveaux projets. Parce que l'une des choses sur lesquelles moi je suis contre souvent, c'est les entrepreneurs en ligne ont amené cette image un peu pour faire croire aux gens qu'on peut être SDF et réussir. Ils quittent 3 000 euros par mois pour du 13 000 euros par mois pour le même niveau, la même compétence, mais juste parce qu'ils avaient peur de passer freelance. On n'aime pas les blablateurs. Ah bon? Je t'assure, Macron, Hollande, tout ça, ils peuvent pas être président en Chine. Et il y a cette petite jalousie où les gens vont te dire non, ils travaillent trop bien, faut laisser ça là même, ça ne marche pas. Tu vois, parce qu'il se dit qu'en travaillant comme ça, peut-être que toi tu vas réussir mieux que lui. Salut les amis, aujourd'hui nous sommes toujours là. Nouveau format, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et très rapidement, je vais dans le vif du sujet. Salut Alain. Salut à toi Augustin, comment ça va? Ça va. Parfait. Et moi, la première question c'est pourquoi tu ne dois pas investir? Investir sur quoi par exemple? C'est-à-dire pour toi qui débute dans le business et tu n'as pas encore beaucoup d'argent. Donc, on va définir aussi c'est quoi beaucoup d'argent. Oui. Moi, je me dis souvent, tant que je n'ai pas une certaine somme d'argent, je n'investis pas mon argent. Ouais. C'est par rapport à certaines expériences personnelles que j'ai eues. Et surtout pour la diaspora, quand moi je suis en France et que j'ai envoyé beaucoup d'argent en Afrique. J'ai envoyé, je ne sais pas si on fait le point aujourd'hui, on a dépassé déjà les 100 000 euros. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement que ces 100 000 euros que j'ai envoyés, ça a servi à quelque chose où je vais dire, ok, maintenant je fais mes bagages, je rentre en Afrique, à cause de cet investissement-là. Alors que dans d'autres cieux, les gens investissent de l'argent et bon, après avoir investi cet argent-là, ils se disent, voilà, mon argent, j'ai fait fois 100, fois... Donc, effectivement, par rapport à ce que tu dis, pourquoi il ne faut pas investir, sur ce temps-là, je pense que c'est la réalité. Parce que pareil comme toi, je pense que par rapport à tout le monde, que ce soit les gens qui sont dans la diaspora ou qui envoient de l'argent en Afrique, on a perdu énormément d'argent. L'argent n'a servi absolument à rien. Mais au-delà de ça, ce que moi j'ai constaté, et c'est même une résolution que j'ai prise cette année, c'est que souvent, lorsqu'on commence à gagner de l'argent, tout de suite, tout le monde t'explique que non, que l'argent dans le compte en banque, c'est pas bon. Qu'il faut rapidement investir l'argent. Il faut acheter des terrains, il faut investir dans l'immobilier, il faut investir dans ci, dans ça, etc. Et tu vois des gens qui, en quelques années, vont même pas stabiliser leur business réel ou leur première source de revenus et commencer à diversifier un peu partout. Tu vois? Et comme on le dit souvent, quand on court plusieurs élèves à la fois, finalement, on n'en attrape pas du tout. Tu vois? Et moi, ça a été l'une des erreurs, je pense, et je pense aussi par rapport à toi, c'est le fait de se dire on gagne beaucoup d'argent et il faut rapidement investir cet argent-là sans stabiliser même ta vie personnelle, sans mettre en place un certain nombre de ce que j'appelle un revenu d'aisance mentale, tu vois. C'est extrêmement important parce que souvent, tu sais, le monde du business est un monde un peu comme ça, tu vois, sinusoïdal, on va dire ça comme ça, pour utiliser les termes mathématiques. C'est-à-dire, il y a des bons mois, il y a des mois où tu ne gagnes pas du tout d'argent, il y a des mois où tu es un peu moyen. On ne fait pas tout le temps. Tout le temps, voilà, 200 000 euros par mois. Par mois, non. Il y a des mois où parfois même tu encaisses à peine 10K. Et du coup, parfois tu es dans une situation, en tout cas moi j'étais dans une situation où je me suis dit, mais est-ce qu'aujourd'hui j'ai assez de cash flow pour me garantir les 5-10 prochaines années? Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, tu sais, voilà, on dit Dieu est grand, mais tu t'as cassé, tu ne peux plus faire de vidéos. Tu peux faire de vidéos, ou tu tombes malade, etc. Est-ce que tu as assez de cash flow déjà pour gérer ta vie personnelle pendant 5 ans, pendant 10 ans? Et quand tu commences à faire le calcul, tu te rends compte que ça va être chaud. Surtout avec mon niveau de vie aujourd'hui. Tu sais, moi, j'essaie de traquer un peu comme je dépense par mois. Personnellement, je suis environ à 2 000 euros par mois si je ne voyage pas. C'est-à-dire ma vie personnelle. Si je dois inclure ma famille, c'est-à-dire parce que bon, j'ai ma mère, mon frère, je donne de l'argent aussi un peu, j'ai des frais et tout. L'histoire des Africains. L'histoire des Africains, tu dois donner un peu de l'argent à la famille. Tu peux te retrouver facilement à 3 000 euros, 4 000 euros. Et si je dois voyager, je peux retrouver à 5 000 euros
d'accord, en fonction des mois. Et je me dis, ok, si je me mets là-bas à 5 000 euros, est-ce que pendant 10 ans, je peux vivre à 5 000 euros par mois pendant 10 ans? Ça te fait 600 000 euros. 600 000 euros, tu te rends compte que tout de suite que non. Que tu n'as pas 600 000 euros en cash comme ça dans ton compte bancaire. Parce que tu es parti foutre de l'argent dans les terrains, tu es parti mettre de l'argent partout, tu veux te lancer dans l'immobilier, en même temps tu veux faire de la location de voiture, en même temps tu veux faire telle chose, Donc, et finalement tu te rends compte que tu n'as même pas encore mis assez d'assises personnelles pour avoir cette aisance mentale de te dire que même si 2-3 business échouent, ça va. Je continue à maintenir un certain niveau de vie et je continue à penser, à avoir cette vision vers le futur en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est important. Tant que vous n'arrivez pas à mettre énormément d'argent de côté pour sécuriser votre vie, celle de votre famille, de vos enfants, votre appartement, les besoins nécessaires, ça ne sert à rien de commencer à investir massivement de l'argent. Tu vois, ça n'écarte pas le fait de vous former, ça n'écarte pas le fait de se dire, bon, j'ai envie, je me lance dans un business. Tu as ton activité de salarié par exemple, tu te lances dans un business, essaie de réussir dans ce business pour que ce business remplace son activité principale de salarié. Et après, maintenant, tu exploses dans ce business, tu arrives à sécuriser un certain nombre de choses avant de commencer à vouloir aller investir dans l'immobilier, acheter des terrains, etc. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ok, ça c'est intéressant. Parce que moi-même, on va dire, c'est une vision que j'ai depuis un certain temps maintenant. J'ai beaucoup réfléchi. Et pour me rappeler de ce qu'on faisait en économie, on dit souvent en économie qu'il y a des biens qui sont liquides et il y a des biens qui ne sont pas liquides. Quand tu prends un immeuble, c'est un bien qui n'est pas liquide. D'abord, un bien liquide, c'est un bien que tu peux facilement, c'est-à-dire si tu dis aujourd'hui, j'ai besoin de cash, tu peux avoir du cash avec ce bien-là. Donc, par exemple, les gars qui vont acheter un Xiaomi, ne vont pas rapidement revendre leur téléphone qu'un iPhone. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, on va dire les Italiens, à l'époque, ils disaient quoi? Ils disaient qu'on investit dans la terre, d'abord dans l'or, dans la terre et dans une troisième chose là. Mais ils font ça parce que l'or est liquide. C'est-à-dire, tout le monde veut de l'or. Donc, si demain tu as de l'or et que on dit qu'il y a une crise, dans la journée, tu peux trouver des acquéreurs d'or sans perdre la valeur de l'or. Tu vois? Et même tu peux gagner un peu plus que la valeur de l'or. Et ce n'est pas le cas du diamant. Hein. Non, le diamant, c'est un faux. On vous ment beaucoup. Le diamant, c'est un faux produit. On le sait. Vois? Donc, le diamant n'est pas rare, comme on le dit, mais l'or est rare. Donc, quand tu as de l'or, c'est liquide, c'est immédiatement monétisable. Tu vois? Donc, moi, je me dis, il faut penser déjà à... Perso, moi, je pense d'abord à acquérir des choses liquides. Et quelle est la chose la plus liquide au monde? C'est l'argent lui-même. C'est l'argent lui-même. Oui. C'est-à-dire, en fait, ta capacité à te relever rapidement dépend de ta capacité à retrouver rapidement du cash. Donc, si tu n'as pas du cash, c'est que tu n'es pas liquide. Il y a des gens qui, on va dire, ils sont riches, mais ils ne sont pas liquides. Tu vois, donc moi, je préfère d'abord, première étape, être liquide. Donc, l'argent, l'or ou tout ce qui peut être encore plus liquide que l'argent, ou bien un peu moins liquide que l'argent. Ensuite, un peu moins liquide, bon, ça va être peut-être un business où j'ai des actifs où je peux revendre rapidement. Mais quand on prend le business de véhicule, où vous faites de la location de voiture, vous achetez un véhicule, dès que vous l'achetez, si vous n'avez pas encore rentabilisé le véhicule, vous voulez le vendre, vous perdez beaucoup de valeur. Exactement, énormément de valeur. Même si, bon, ça peut être liquide, mais il faut du temps pour revendre le véhicule. Imaginez une crise. Quand vous êtes en crise, c'est pour ça que les gens qui sont dans l'immobilier, ils font les meilleures opérations en période de crise. Parce qu'en période de crise, il y a des gars qui sont riches, ils ont beaucoup de biens, mais ils se retrouvent, ils cherchent par exemple 20 000 euros, ils n'en ont pas. Donc ils sont là, ils liquident en fait. Ils liquident le bien, effectivement. Tu vois? Et c'est en ce moment que celui qui a du cash s'enrichit. Exactement. Vous voyez, donc les gens vont dire oui, les fonds d'investissement, ils investissent de l'argent et tout. Non, les fonds d'investissement, ils ont une grosse réserve de cash d'abord. Au moins, dans leur bilan, il y a du cash. Et ils guettent les opportunités. Tu prends par exemple ACZ, Andreessen Horowitz. C'est un fonds d'investissement. Les gars, ils ont, je pense, 7 milliards en cash. Tu vois, 7 milliards en cash.
juste pour des projets de type crypto-monnaie, etc. Et sans parler de leurs gros actifs qu'ils ont plus de 200 milliards et tout. Mais c'est des gars qui ont de l'argent liquide. Du cash. Il faut du cash. Il faut du cash en fait. Et aussi, ce qui m'amène à dire aussi, beaucoup de gens vont succomber à la pression sociale. Parce que moi, il y a des choses que je vais faire comme ça. Peut-être dans un mois, je peux dépenser du genre... ça peut m'arriver, je vais dépenser 10 000 euros. Ouais. Ça fait quoi? 7 millions de francs CFA. Mais c'est quelque chose que j'étais en train de prévoir depuis, je ne sais pas, 6 mois, 1 an. Et je sais que j'attends cette réserve de cash-là. Moi, j'ai ma réserve de cash. J'attends ça. J'attends une nouvelle entrée pour pouvoir le faire sans que ça ne perturbe mon équilibre financier. Et ça, c'est ce que j'ai commencé à mettre en place aussi. Parce qu'avant, jusqu'à l'année dernière, je dépensais beaucoup d'argent. Tu vois, vraiment, tu sais, je veux un truc, j'achète. Je veux un truc, j'achète. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai quand même pas mal de charges en fait. Parce que au-delà de ce que je gagne ou de ce que je dépense tous les mois, il y a beaucoup de choses qui rentrent et tout, des formations, plein de trucs. Et là, ce que je me suis dit que j'allais commencer à faire, c'est avoir un plafond d'argent que je ne dépense pas. Que je ne touche pas. Tu vois, c'est-à-dire, par exemple, j'ai 100 000 euros ou 200 000 euros, je sais que cette barre-là, peu importe ce qui arrive, je vais le remettre à demain. L'argent, parce que c'est une sorte de fonds de sécurité, tu vois, qui est là. Tu vois, j'avais économisé jusqu'à 150 000 euros, ça fait 100 millions de francs CFA que j'ai scellé, tu vois, en disant ça, je ne touche pas à ça. Et là, maintenant, c'est tout ce qui va venir au-delà de ça que je peux penser à réinvestir, je peux penser à faire telle ou telle chose, tu vois. Et ça me permet d'avoir un peu le cœur, tu vois. Tu regardes parfois, souvent quand je sais que beaucoup d'entrepreneurs disent oui, et l'argent, l'inflation, tout ça. Non mais mon frère, quand tu ouvres ton compte bancaire, tu vois 100 millions, tu dis ouais vas-y, tu vois, l'inflation n'a qu'à bouffer un peu. Oui, tu vois que quand même tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Et après, bon, tu peux commencer à investir. Et comme Warren Buffett le dit, tu investis ce que tu veux perdre. Exactement. Donc si tu es prêt à perdre, je sais pas, 50 millions dans quelque chose, tu l'investis. Mais ça ne perturbe pas. Ça ne doit pas perturber. Voilà, tu te dis, bon, ok, bah, c'est vrai que si ça avait marché, je serais encore plus riche. Exactement. Mais au moins, soyez déjà un minimum riche avant de dire, oui, j'investis dans ça, j'investis dans ceci. Et aussi, il y a le fait que quand vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir, n'investissez pas. Ouais. Parce que la réalité, c'est que quand tu vas vouloir investir avec 10 000 euros et tu dis que tu rentres dans l'immobilier, tu n'auras pas la même force de frappe que quelqu'un qui vient avec 100 000 euros. Ouais, exactement. Parce que l'immobilier, c'est une question de tu mets de l'argent. Dans n'importe quel business, tu mets une certaine somme d'argent et à la fin du mois ou à la fin de l'année, ça te ramène un petit pourcentage. Ouais. Quand tu prends un immeuble, récemment, je discutais avec un couple de la diaspora, ils ont investi dans des immeubles et ces immeubles-là, ils ont fait les calculs. Et ils se sont rendus compte que pour pouvoir retrouver leurs fonds, il faut 45,8 ans, c'est-à-dire 46 ans. 46 ans? Oui. Ils devaient mettre 550 millions. Et même avec un loyer de 1 million de francs CFA, donc un loyer de 1 500 euros, ils ont 46 ans pour rentabiliser. Mais toi, tu n'as que 50 millions, donc 10 fois moins. Ça veut dire qu'à la fin du mois, tu auras mis 50 millions, soit 80 000 euros. Et avec l'immobilier, tu vas te retrouver à 150, 200 euros par mois. Alors qu'il y a des business que moi j'appelle les business à cash flow. Exactement. Comme, on va en parler tout à l'heure, je pense. Ouais. Mais les business à cash flow, bah, c'est... Mais ce que tu dis est très bien sur l'immobilier parce que hier, j'ai un de mes étudiants, j'espère que tu regardes le podcast, qui est venu, il voulait me voir, il est venu du Cameroun, il a pris l'avion, il est venu ici à Lomé et tout pour me voir et tout. Donc ça fait plaisir. Oui. Et on parlait, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup investi dans les voitures, il a 18 voitures en location et c'est ça qui lui permet de maintenir sa vie, etc. Il dégage du cash flow, etc. via ça. Et des voitures de luxe, hein, des grosses voitures, des Range Rover et tout. Exactement, des Mercedes, des Range Rover, etc. Et même des camions. Et on parlait d'immobilier et lui en fait, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a remarqué, il me disait hier que, par exemple, tu prends un immeuble de 6 appartements, que tu fais une location, même à 1 million par mois, par exemple, de trucs là. 1 500 euros. 1 500 euros. Quand il avait fait son calcul sur un immeuble à 150 000 euros de construction, tu te retrouvais à plus de 15 ans pour la rentabiliser. En 15 ans, il y a trop de choses qui se passent. Ah oui. Et en plus de cela, ce qu'il m'a expliqué encore, c'est que souvent, ce qui se passe dans l'immobilier direct, c'est quoi? C'est que
tu loues ton appartement, tu as des charges, tu as l'impôt, tu as des taxes, etc. que tu payes. Ça, c'est la première chose. Mais tu te rends compte, quand les locataires sortent, souvent il y a certains dégâts que les locataires peuvent causer qui fait en sorte que tout son argent qu'il t'a payé, tout son loyer vient couvrir les dégâts qu'il a causés à l'appartement, par exemple. Et finalement, tu te rends compte que tu as perdu du temps et que tu n'as rien gagné. Et en plus, pour que tu aies retour sur investissement, il te faut 10 ans, 20 ans, 15 ans. Et moi, je me suis dit non. Les business, comme tu l'as dit, c'est les business qui te permettent en maximum 2 ans, 3 ans d'avoir retour sur investissement. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Oui, d'avoir un retour. Tu vois, moi, quand je vois des gens mettre de l'argent dans les business sur 25 ans pour avoir un retour sur investissement. Et aussi, Alain, aujourd'hui, je pense que on va parler peut-être des enfants. Parce que beaucoup de gens suivent le truc, ils vont dire non, il y a les enfants, qu'est-ce que je laisse pour eux comme héritage? Exactement. Mais pour moi, la réalité, aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont compris, que le meilleur héritage que tu peux laisser à ton enfant, c'est un bon réseau. Exactement, un bon réseau, oui. Et 2, c'est une connaissance qui lui permet d'avoir... c'est-à-dire, si ton enfant va parler quelque part un jour, il finit de parler 1 heure, il prend 10K, quoi. Exactement. Et ça, il faut le mettre soit dans ce qu'on fait aujourd'hui, ou bien où tu as des compétences hautement bien payées, ou bien comme le montage vidéo, faire des vidéos, créer du contenu. Vous allez dire, oui, mon enfant ne va pas créer du contenu. Donc ça, ce n'est pas grave. Mais si vous avez 200 000 €, battez-vous pour que votre enfant aille dans des grandes écoles. En France, il y a INSEAD, HEC. Ce sont des écoles qui chiffrent à plus de 100K. Juste pour faire un master. Exactement, mais ce master-là, ça t'ouvre les portes du monde. Parce que des gars viennent de partout dans le monde. Et ils ont... En fait... Quand vous allez entendre ces choses-là, récemment j'écoutais un cours d'Harvard. Quand on parle de gestion financière, on dit quelqu'un fait gestion financière à Harvard ou bien gestion bancaire à Harvard et quelqu'un l'a fait à Dakar, comme moi j'ai fait à Dakar. C'est les mêmes cours. Il n'y a rien de différent. Sauf que en le faisant là-bas, tu te retrouves avec le fils du millionnaire américain, de Exactement. Et bon, vous connaissez. Mais regarde par exemple les startups en France. Là, je pense que, je n'ai pas des statistiques, mais au moins la moitié, pour ne pas dire même 80% des startups en France, des entreprises, des entreprises qui se créent nouvellement, etc. Quand tu regardes, c'est quoi? C'est Polytech, HEC. Ok. La majorité, c'est Polytech, HEC. Ok. Qu'ils ont fait. Ok. Il y a très peu de personnes de startups qui viennent d'écoles un peu random, etc. En tout cas, ceux qui sont financés. Oui. Ceux qui sont financés. Oui. Ça ne veut pas dire que si tu ne fais pas ces écoles, tu ne vas pas réussir. Mais non, mais ceux qui sont financés, parce qu'ils ont un gros réseau. Comme tu l'as dit, ils sont avec les enfants de millionnaires, de milliardaires. Tu as un projet de start-up et tu appelles ton pote qui est l'enfant d'un millionnaire. De Xavier Niel, c'est pas grave. Voilà, l'enfant de Xavier Niel, que tu retrouves à HEC ou bien à INSEAD ou bien dans ces écoles-là. Tu l'appelles, tu dis, mon pote, j'ai un projet, j'ai besoin de... Il te dit, ouais, tu as besoin de combien? Dis-nous, nous-mêmes, on veut investir. Qui ne veut pas investir aujourd'hui? Nous-mêmes, on veut investir. Ok, ça fait 10 millions, le projet. J'ai eu des clients comme ça qui sont des startups en France. Ils ont levé 3 millions chez leurs potes et tout. Tu vois. Ils ont développé le truc pendant 2 ans. Ça n'a même pas marché. Ça n'a pas marché. Et moi, au départ, tu vois, moi, j'avais chiffré l'année, je leur prenais 60K l'année, tu vois, sur LinkedIn. Donc, je prenais les profils de tous les dirigeants qu'on gérait, on leur prospectait. Et à la base, quand moi j'ai un client, le client me dit, Augustin, prospecte-moi, trouve-moi des clients, quoi. Genre, prospecte-moi des gens qui sont déjà prêts à signer. Mais les gars m'ont dit, non, Augustin, t'inquiète pas. Pour l'instant, on te paye les 60K l'année pour juste améliorer un peu notre image, contacter un peu des prospects et on les garde dans notre liste de contacts. C'est tout. Ça fait 5K le mois. J'ai fait ça avec eux pendant 2 ans. Ça fait 60K, ça fait 120K. Et ces 120K là, ils m'ont payé ça. Et après, j'ai dit, mais... Parce que moi, j'étais un peu coupable, tu vois. Je me disais, mais les gars me fatiguent. Ils ne me payent pas autant. Et eux, ils ne me fatiguent même pas. Parce que même, finalement, c'est ma femme que je lui ai dit, bon, de gérer ça. Chaque jour, prends 10 minutes, regarde si tout va bien.
Et une fois par semaine, on faisait des points où je leur disais, voilà la quantité de contacts que j'ai rajouté. Eux, ils vont juste vérifier si ça correspond à ce qu'ils veulent, et c'est tout. Et ça, c'est la chose la plus basique. Toute personne qui a fait de l'automatisation sur LinkedIn peut le faire. Il faut juste cibler des gens dans le domaine. Je donne un exemple, par exemple, l'assurance. Il faut juste cibler des dirigeants en assurance, les contacter, et derrière la machine, on utilise des systèmes pour récupérer leur adresse email et tout ça, et on met ça de côté pour eux. Et après, j'ai dit, mais sincèrement, regarde, on a fait tout ce taf-là, mais à la fin, bon, vous n'avez même pas utilisé. Est-ce que. Parce que moi, je me disais, est-ce que les gars ne vont pas venir me dire rembourse-moi mes sous. Donc, les gars m'ont dit, non, que ceux qui ont investi savent que c'est l'investissement, qu'ils peuvent perdre leur argent. Et effectivement, ils ont cramé les 3 millions. L'application, le SaaS qu'ils voulaient développer n'a jamais vu le jour. Et les gars sont sur de nouveaux projets. Voilà. Et quand je vais voir le parcours du gars, à l'époque, il a fait Cage Business School. Voilà. Cage, c'est une école. C'est une grosse, top 10 ou top 5. Top 5 en fonction des secteurs. Après, il a fait HEC et après, il a fait l'ESSEC. Tu sais, c'est mon petit frère. Je t'ai dit que mon petit frère, il a fini ses études à 22 ans, il gagne 12 000 euros et en tant que freelance. Et c'est la dernière fois, il y a quelques mois, on parlait. Il m'a dit, mais j'ai envie d'aller à HEC. Il a dit, bon, il a dit, petit, vas-y. Parce qu'il a dit qu'il a analysé plein de. Parce qu'il est en informatique, hein, mon petit, il est développeur, etc., AWS. Qu'il a analysé plein de profils, qu'il s'est rendu compte que la majorité des start-upers, c'est HEC Polytech. Ouais. Et aujourd'hui, HEC Polytech, ils ont fait une combinaison, ils ont fait une sorte de joint venture, tu vois, dans le domaine de l'entrepreneuriat, justement, pour permettre aux jeunes de bénéficier des deux parcours HEC Polytech. Okay. Et c'est un truc qui coûte entre 35 000 et 50 000 l'année, un truc comme ça. Tu vois. Et moi, je lui ai dit, petit, écoute, tu gagnes 12 000 euros par mois, économise de l'argent pendant 1 an, 2 ans, tu n'as que 22 ans, et tu vas à HEC Polytech. Tu vas à HEC Polytech. Parce que moi, je me suis dit, mais c'est le réseau qui va développer là-bas. Oui, c'est le réseau. Et vous sous-estimez l'impact du réseau. Exactement. Beaucoup de gens sous-estiment ça, mais des fois, avec le réseau, en un claquement de doigts comme ça, tu peux gagner 10 millions. Exactement. Tu peux gagner genre 50 millions, tu peux gagner 100 millions, 200 millions. Mais tu sais, je suis tombé sur une vidéo d'un noir américain sur TikTok qui expliquait un peu que les VC ne veulent pas investir sur les noirs, tu vois. Et que lui, il était même obligé parfois d'envoyer des blancs, d'embaucher des blancs et les envoyer justement devant des VC et tout pour essayer de négocier. Et parfois, même il avait même embauché le fils du maire de New York dont le métier était de faire des levées de fonds, tu vois. Et que finalement, le gars était venu lui dire que mon frère, écoute, tu as un truc parfait, tu génères encore du cash et tout. S'ils ne veulent pas investir, c'est parce que tu es un Renoir, tu vois. C'est parce que tu es noir et tout. Et du coup, de l'expérience, ce qu'il expliquait en fait de cette expérience, c'est que la plupart des blancs américains qu'il rencontrait, c'était des gens qui se faisaient financer sur des idées. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas le projet. C'est qu'ils viennent, ils disent oui. C'est l'idée. Et il avait même fait un collage d'un gars américain blanc qui disait en fait qu'il est venu, il avait fait Harvard et tout, un Stanford et consorts, il a appelé 2-3, il a eu une idée comme ça, tu vois, il s'est réveillé la nuit, putain, Eureka, tu vois, il a appelé 2-3 de ses potes, bim, Silicon Valley, le mec était prêt à mettre 10 millions. Oui. Le gars voulait signer. Alain, le gars, il a hérité de 1 milliard. Exactement. Le gars voulait signer, alors que le gars lui a parlé d'une idée. C'est comme ça. Et le mec, bon, on le faisait une interview, comment il a eu l'idée. Il a dit non, le projet n'a même pas marché d'ailleurs. Hein. Mais il expliquait en fait que ce noir-là sur TikTok, c'est le réseau. La plupart des noirs américains sont dans des écoles basiques. Et ces gars qui ont fait Stanford, Columbia, ce qu'on appelle la Ivy League américaine, les top 5, les top universités américaines, ils sont dans un milieu où c'est que des enfants de millionnaires, milliardaires. Donc les gars veulent lever des projets, mais ils le lèvent comme ça, sur des idées, sans proposer même un POC en fait. L'environnement. L'environnement, tu vois. L'environnement. Donc moi je dis toujours, au lieu d'acheter de la pierre en pensant, quand vous pensez à vos enfants, moi c'est ce que je vois, quand tu penses à tes enfants, prépare-les à rentrer dans ces écoles-là. Exactement, Au pire, s'ils ne sont pas entrepreneurs, ils seront quand même de très très bons, de très top. Managers. Parce qu'il y a des top salariés aussi. Exactement, ça on sous-estime beaucoup. Et en plus, avec Mohamedou, mon pote, on avait un gars qu'on connaissait, tu vois. Et le gars à l'époque, tu sais, depuis 2015, j'essayais beaucoup de choses dans le business en ligne. Et ce gars, tu vois, il regardait Mohamedou et moi, il disait, mon frère, moi, vos histoires d'entrepreneuriat, tout ça, moi, je ne peux pas faire ça. Tu vois.
Tu sais, et lui, il a dit, moi, je suis né pour être salarié. Ce que j'ai kiffé, c'est ce mec, c'est qu'il était extrêmement transparent, il savait ce qu'il voulait. Il a fait un prêt de 100 000 euros pour aller à Harvard. Oui. Parce qu'il a dit, écoutez, moi, les gars, vous êtes entrepreneurs, moi, je suis né pour diriger les entreprises des autres. Il était assez transparent, il ne voulait pas rentrer dans vos histoires, YouTube, tout ça, c'est trop compliqué. Tu vois, moi, je ne suis pas fait pour faire ça. Tu vois, moi, je veux diriger les entreprises des autres et je pense que j'ai la compétence. Il a fait un prêt de 100 000 euros pour aller à Harvard aux États-Unis. Tu vois, et c'est ça, en fait. Il y a des top salariés, c'est des gars, bon, ça fait longtemps que j'ai plus de ces nouvelles, mais je suis persuadé qu'ils gagnent aujourd'hui au moins 100 000 euros, voire 200 000 euros l'année. Ah oui, non. C'est à partir de 120 K l'année. Mais ça, c'est à partir de 120 K, voilà. Parce que là, quand tu vas passer manager et tout ça, c'est dans les 200 K. 200 K, c'est des salaires quand même. Voilà. Où, d'ailleurs, même tu ne touches pas ça, hein, parce qu'on te met à l'aise. Les avantages, même simplement, ça veut dire que tu es tu es actionnaire en plus de l'entreprise, tu as des parts, tu as des options, tu as pas mal de choses. Donc, effectivement, et moi, et tu sais aussi, l'une des choses, en 2019, après tant d'échecs dans le monde du business en ligne, je m'étais posé, je me suis dit, ok, ça c'est la dernière chance. Soit tu réussis, soit tu deviens top salarié. Et à l'époque, j'avais commencé à passer les certifications IT, blablabla, toutes les certifications de manager et tout. J'avais commencé à passer les certifications. J'avais pris plein de cours Udemy. Et j'ai un ami sénégalais qui était à 25 000 euros le mois comme architecte AWS sur Amazon. Ok. Tu vois, et j'ai commencé à prendre les cours sur Amazon, AWS, etc. Parce que je me suis dit, à la limite, si je ne peux pas être entrepreneur, je dois être top salarié. Top salarié. Tu vois, si je vois que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour moi et que vraiment, ce n'est pas ma chance, je dois être top salarié en fait. Et j'ai pas mal d'amis aujourd'hui, les gars avec qui je suis allé à l'université et tout, on est restés dans le même appartement et tout, le même bâtiment. Aujourd'hui, les gars ne m'envient pas, ils me le disent tout le temps, Alain, ton truc là, c'est trop compliqué. Alain, c'est trop compliqué, tu fais des vidéos sur YouTube, on te voit sur TikTok, tu es par-ci, tu fais ça. Alors que moi, mes potes, la plupart de mes potes, eux tous, ils sont à plus de 100 000 euros. Ils sont aux États-Unis ou en Europe, Amsterdam, Norvège, Danemark, etc. Ils sont là-bas comme informaticiens. C'est des gars qui gagnent 10 000 euros, 12 000 euros, 15 000 euros le mois en tant que salarié. Ce n'est pas des freelanceurs. Hein. Ce n'est pas des freelanceurs. Je ne parle pas de freelance, je parle de salariés. Tu vois, chez Booking, dans les grosses boîtes et tout, américaines et tout. Ils gagnent ça. Ils ont 5 jours de vacances. La plupart travaillent de chez eux à la maison. Le week-end, c'est Netflix and chill. Les gars voyagent. Alors que nous, on est là le dimanche à faire des vidéos sur Moi, YouTube. je te dis, Alain, j'avais un gars dans mon quartier à Paris, là. C'est un gars que j'ai connu dans l'école de ma fille et on a sympathisé un peu. Le gars, il faisait son boulot et en général, il va le matin, il bosse à la maison. Là, il était à 7-8 000 euros le mois net. Donc, ça fait 16 000 par mois et tout comme ça. 7-8 000 net. Net, ouais. Et le gars, littéralement, il allait juste à la maison pour allumer le PC. Hein. Ouais. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie, c'est que arrivé à un certain niveau, tu ne travailles plus beaucoup, mais tu gagnes beaucoup. Exactement. Donc, les gars, ils gagnaient bien sa vie, tu vois. Mais il allume le PC, télécommande, Netflix. Exactement. Donc, les gars, si vous aimez le canapé, vous aimez chiller, vous aimez boire des trucs, faites de très bonnes études. Faites de très bonnes études. Parce que l'une des choses sur lesquelles moi je suis contre souvent, c'est les entrepreneurs en ligne ont amené cette image un peu pour faire croire aux gens qu'on peut être SDF et réussir. L'ennemi de tout le monde aujourd'hui, voilà. C'est l'école. C'est l'école. Donc, on a amené cette idée que il faut que tu peux réussir en tant que SDF, que tu peux réussir en tant que si. C'est vrai que ça peut se passer, tu peux traverser des moments comme ça dans ta vie, mais le truc le plus important, c'est être bon à l'école. Et on en parlera dans tous les cas, c'est un des sujets qu'on va aborder. Être bon à l'école, parce que ça te permet, quelqu'un qui est très académique et qui est intelligent, je ne parle pas de l'intelligence de papier, qui sait un peu comment marchent les choses, peut scaler comme tu l'as dit, tu as sa vie personnelle, peut gagner beaucoup d'argent. Et ça dit, mon ami, mon étudiant qui est venu, il a été un top salarié en Europe, tu vois. Après, il a ouvert son entreprise en Europe et il gagne même des 300 000 euros le mois. Et c'est grâce à ça qu'il a acheté massivement des voitures neuves qu'il a envoyées en Afrique et tout pour ouvrir son business de voitures de location neuve. Des voitures à 50 millions, 100 millions de voitures, tu vois. Donc, c'est possible aussi. Et je pense que l'un des premiers niveaux, les amis, avant même de penser parfois à vous mettre dans l'entrepreneuriat, essayez de voir déjà, est-ce que vous pouvez obtenir des augmentations? Est-ce que vous pouvez déjà faire mieux dans votre boulot actuel? Est-ce que vous pouvez changer même de boulot et scaler? Là, j'ai un ami,
qui était salarié, on en a parlé hier. Oui. Brillant, Kevin, il est brillant. Le mec, c'est un Ivoirien, informaticien. À chaque fois, il dit, Kevin, tu gagnes 3 000 € par mois, t'es brillant, arrête ça. Tu vois, va chercher autre chose. Et là, mon petit frère, comme mon petit frère est freelance, il a coopté dans la même boîte que mon frère. Et là, il est à 650 € par jour, environ 13 000, 14 000 € par mois. Donc, il quitte 3 000 € par mois pour du 13 000 € par mois, pour le même niveau, la même compétence, mais juste parce qu'il avait peur de passer freelance. Il a peur, ouais. Souvent les gars, ils ont peur. Vous avez peur. Et moi, je connais plein d'informaticiens qui ont tellement peur, genre, oh, qu'est-ce qui va se passer, j'ai le prêt et tout. Mais sincèrement, comme je le dis, tu ne peux pas aller au paradis sans mourir, quoi. Arrivé à un moment, tu meurs d'abord et maintenant, on va voir si tu iras au paradis. Donc, quelque part, vous avez aussi des potes qui peuvent vous coopter. Ils sont même prêts à vous coopter, mais ils ont peur. Ils se disent, non, mais ici, il y a des mois où j'arrive pas à gagner de l'argent. S'il y a des mois où tu ne gagnes pas de l'argent, raison de plus, ne dépense pas tout ton argent dans des conneries de Exactement. Oh, j'investis dans Dogecoin, quoi. Dogecoin. Parce que les gars aussi, ils sont un peu vicieux là. Ils aiment mettre les sous dans des trucs faciles. Où ils n'ont rien à faire. Voilà, tu vois. Donc, réellement, les amis, je pense que c'est ça. Et on parlait de l'éducation, de l'école. De l'école. Et voilà, aujourd'hui, l'école africaine, pour moi, c'est très compliqué. Quand tu prends l'université, bon, puisque nous, on vient du Bénin, on va parler du Bénin. L'université du Bénin, par exemple, tu es classé, ils sont classés, je ne sais même pas combien, dans l'échelle mondiale, tu vois, genre peut-être les derniers ou les avant-derniers. Mais de cette université, très peu de gens arrivent à voyager pour aller dans les universités beaucoup plus reconnues. Alors que nous tous, on sait que pour s'insérer, c'est soit le réseau, et tu n'as pas forcément le bon réseau dans ces universités-là. Exactement. Ou bien c'est soit le fait que tu as fait, en fait, tu as des connaissances qui t'ont permis réellement de scaler, comme on parle d'informatique et tout ça. Qu'est-ce que l'école africaine est en train de préparer pour demain? Rien du tout. Hein. Moi, je ne vois pas. Selon moi, l'école africaine n'a pas vraiment évolué. Quand tu regardes ce qui est enseigné aujourd'hui, quand tu regardes un peu que jusqu'à présent, c'est toujours des grèves souvent qui sont encore là. Les étudiants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, etc. Et c'est toujours des filières, on met en avant des filières où on est quasi sûr que les gars vont être des chômeurs. Tu vois, c'est chaud quand même. Et dans l'école aussi, en Afrique, la manière dont les cours sont enseignés, tu vois, ce côté où le prof, il a ce côté quasi divin. Où quand il dit quelque chose, c'est forcément ça. Il n'y a pas vraiment cette... on ne motive pas assez les étudiants. En fait, moi, je me suis même dit, si j'ai été premier de classe au pays, c'est par peur de ne pas être frappé. Ça n'a jamais été parce que j'aimais vraiment. Tu aimais, C'est souvent par peur. Beaucoup de gens travaillent parce que, bon, sinon on te bastonne. Tu vois, ça n'a jamais été... Et je te dis, la seule fois où j'ai kiffé la physique, c'est quand on avait un blanc qui était professeur de physique. Non, mais je t'assure, pour te dire à quel point c'est dommage. Pourquoi? Parce que tu voyais la passion. Quand il t'enseignait les physiques, il t'amenait des trucs, il te faisait des démonstrations. Le cours de physique qu'on faisait, le gars, il te montrait des trucs comme on le voit dans les films, en fait. Tu vois, il crée des trucs, des flammes, il vous montre des expériences. Il n'y a pas beaucoup de moyens en Afrique. Et il le faisait avec les moyens de l'école. Ah bon? Tu vois, parce que j'étais dans une école catholique. Ok. Tu vois, et il le faisait, c'était un prêtre. Il le faisait avec les moyens de l'école. Et c'était le rare cours où tout le monde était content. Parce qu'il nous montrait de façon réelle ce qu'on apprenait via les formules, via les théorèmes. Et il utilisait les instruments de l'école. Le petit labo de l'école, il le faisait avec toi. Il avait ce truc où, on n'a même pas besoin de dire taisez-vous, tout le monde était calme. Parce qu'on veut voir, parce que c'était de la magie ce qu'il faisait. Donc il avait ce côté où il nous faisait aimer le cours. Tu vois. Et la deuxième fois que j'ai aussi aimé le cours, c'était quand j'étais venu en France avec le prof de maths. Je te dis, le prof de maths, quand j'ai eu en France, quand il veut t'expliquer une théorie, il te parle d'abord de l'histoire du mec. Il te parle de l'histoire du Pythagore, il te fait tout un storytelling. Il t'explique le truc. Tu vois que c'était un passionné. Tu vois. Et sincèrement, moi, je kiffais les maths. Quand j'étais à l'université. C'est même ça qui m'a sauvé par rapport à l'informatique pure et dure. C'est ça qui m'a beaucoup sauvé. Tu vois. Donc, parfois, je pense qu'il y a pas mal de choses où même les profs ne sont pas bons. Ils ne sont pas déjà aussi bien payés. Ils ne sont pas bien payés. Ils n'ont pas cette motivation de nous enseigner réellement quelque chose. Ils sont venus pour faire le service minimum. Ils font le minimum. Tu vois, ils font le minimum syndical et tout pour avoir leur paye.
Et finalement, tout ça, ça fait que le niveau en Afrique, même si c'est un très bon niveau, il faut le dire, hein, en maths et tout, c'est un très bon niveau, mais souvent, c'est pas peur que les étudiants que travaillent. Les gars, ils bossent, quoi. Tu vois, ce n'est jamais forcément pas passion. Les passionnés, souvent, c'est peut-être qu'ils sont nés comme ça, ou bien leur frère, leur grand frère leur a donné cette passion à la maison. Ouais. Et moi, les amis que j'avais qui étaient très bons à l'école, souvent, c'était parce que le grand frère est mathématicien, ou papa est mathématicien, ou bien il est professeur aussi. Tu vois, c'était un peu des trucs comme ça. Bon, moi, je crois que c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de passionnés en Afrique. Non, il n'y a pas beaucoup. On fait les choses déjà par peur. Et aussi, on les fait parce qu'on a envie d'être validé par les autres. Quand tu prends certaines personnes, par exemple, surtout les choix à l'université, les gens disent, oh, toi, par exemple, d'abord, tu as choisi un truc littéraire. Non, ça, c'est pour les meufs, ça. C'est pour les meufs. Et très rapidement, je dirais aussi que l'école en Afrique, on ne nous enseigne pas le plus important. Non. On est dans un environnement où on a besoin d'argent à mourir. À mourir. C'est-à-dire, si tu vas dans le système de santé, tu peux tomber malade d'une migraine. Si tu n'as pas l'argent, tu vas mourir. On te laisse mourir même. On te laisse mourir. Dans ce contexte-là, à l'école, on doit enseigner aux enfants la science. La science. On doit leur enseigner les STEM, merci. On doit leur enseigner ce qui permet de gagner de l'argent. C'est ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de gagner de l'argent? Comme tu l'as dit, c'est la science. C'est la science qui permet. On parle de l'informatique aujourd'hui. Les informaticiens même sont à une époque bénie. Oh, je t'assure. Parce qu'on en cherche, on n'en trouve pas. On n'en trouve même pas. Mais je vois des profs de maths ici, des gars qui sont très bons en maths et qui vont, à la fin, ils vont faire l'économie. Tu fais l'économie, voilà. Déjà, même l'économie, c'est trop politisé. Exactement. C'est trop compliqué. Les mensonges qu'ils racontent dedans, sincèrement, quand vous voyez la réalité et ce qu'on raconte aux étudiants en économie, ce n'est pas la vérité. Ouais. Parce que depuis très longtemps, en fait, l'économie a été guidée par le politique. Tu vois, quand tu prends tous les économistes qui sont, on va dire, à la Banque mondiale, tout ça, c'est des institutions presque privées. Mais un économiste qui travaille pour le gouvernement, vous pensez qu'au-delà des compétences, il a passé un concours? Pas forcément. Parce que le gouvernement, l'économie, c'est la main du gouvernement pour agir sur le plan financier, sur le plan macroéconomique et tout ça. Maintenant, le président ne peut pas aller choisir un opposant pour faire son travail. Donc, le jeu est biaisé déjà. Faites des études. Moi, je dirais, aujourd'hui, il faut faire des études simplement en sciences. Je ne sais pas en informatique s'il y a des choses à dire. Tu sais, en Afrique aussi, il y a le problème d'orientation. Beaucoup de gens vont suivre parce que leur ami a fait telle chose. On se retrouve dans les filières par défaut. Ça, il faut le dire. Il n'y a pas vraiment d'orientation des gens. Et beaucoup de personnes, par facilité, vont choisir des filières littéraires. C'est ce qui fait, par exemple, moi je me rappelle quand j'ai fait UKO, on était 11 en informatique. Juste 11. 11. Et en plus, ce n'était pas informatique, c'était informatique de gestion. Il y avait beaucoup de comptabilité même que d'informatique. Et il fallait voir les filières comme marketing, action commerciale. Tu fais quel marketing? Combien d'entreprises privées on a pour que tu fasses marketing même? Il y en a combien qui génèrent du cash, qui ont besoin de budget publicitaire? Tu vas voir marketing, action publicitaire, marketing commercial, marketing si. Toutes les filières, gestion, comptabilité sont remplies. Les gars, ils sont 60. Et tu viens dans les filières mathématiques, tu commences à avoir 10, 15, les gens maximum. Alors que ce qui développe un pays, c'est la science. Ce qui construit les routes, c'est la science. Ce qui construit des immeubles, c'est la science. Donc les filières qui doivent être le plus prisées par les parents et même par les étudiants, c'est tout ce qui va avoir attrait aux filières scientifiques, que ce soit la construction, architecture, informatique, etc. C'est vraiment ça en fait qui va développer le pays. Et on le voit avec la Chine. Tous les chefs d'État chinois sont des gens qui d'abord viennent d'une filière scientifique. Si tu ne fais pas la science, les gens n'aiment pas les blablateurs. Ah bon? Je t'assure, Macron, Hollande, tout ça, ils ne peuvent pas être présidents en Chine. Non, c'est pas possible. Ah oui? Par exemple, je lisais un article sur Quora où quelqu'un disait qu'il y a un homme influent dans le gouvernement chinois actuellement. On lui demande est-ce que ce sera lui le prochain président après le président Xi, tu vois. Et beaucoup de gens ont répondu non. Parce que ce gars, il a fait économie, il a fait ci. Non, tous les présidents chinois, c'est des scientifiques. C'est des scientifiques, c'est des gars qui ont fait des, chimie, biologie de ci, architecture de ça. Tu vois, c'est des gars scientifiques. Parce que ceux qui bavardent
ceux qui bavardent souvent, ils ne sont pas au contact de la réalité. Regarde en France, hein, tu vois, c'est que des discours, c'est que on parle, et quand Macron a été élu, beaucoup l'ont choisi parce qu'ils ont dit qu'il était jeune et beau. Non, mais c'est ça. C'est pas normal. Et malheureusement, c'est la France. C'est la France. C'est ce qu'on enseigne aussi aux Africains. Bon, puisqu'on copie sur la France. Mais ça ne devrait pas, pas être comme ça. C'est pas parce qu'il sait bien parler, c'est pas parce qu'il est beau garçon, c'est pas parce qu'il a épousé une femme mûre, une femme qui est assez âgée, et que bon, on le trouve à un certain côté romantique, on doit les lire. On a dit, il y a une histoire où on dit qu'il y a un économiste et 2 scientifiques qui ont atterri sur une île privée et leur bateau s'est cassé. Et quand le bateau s'est cassé, il fallait trouver un moyen de sortir de là, quoi. Parce que c'est au fin fond de nulle part. Et il n'y a plus de bateau pour naviguer. Ouais. Et ils ont dit, chacun doit, puisqu'ils sont tous des intellectuels, chacun doit amener quelque chose qui permet en tout cas de quitter l'île, tu vois. Le scientifique est venu, il a dit avec les cocos et tout, on peut casser en deux, commencer à faire la barque et tout. Il y a un autre qui est physicien, il dit non, si on mélange l'eau de mer avec tel produit, on pourra commencer à faire des fils qui vont faire que le truc va stabiliser. Et on demandait à l'économiste, bon, quel est lui son apport? Il dit, bon, supposons que nous sommes dans une économie fermée. On dit, mon gars, on est déjà fermé ici. Donc c'est juste pour dire tout ce qui est, en tout cas en Afrique, moi ce que je vois, tout ce qui est dans le blabla, dans le bavardage, on va dire gestion, comptabilité, tout ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien parce qu'on n'a même pas, parce que c'est la science qui développe, comme je disais, un pays. Et quand on parle de science, on parle d'usine. Parce que les usines fonctionnent avec beaucoup de machines automatisées, beaucoup de robotique, beaucoup de process. Et finalement, c'est des process qui sont développés par des gens qui sont scientifiques. Pas des scientifiques. Et c'est les usines qui, tu prends le cas de la Chine, tu prends Foxconn par exemple, qui est l'usine qui fabrique les iPhones. Tu vois, en Chine, c'est 2 millions de salariés. Wow. Tu vois, je pense que c'est presque toute la population active béninoise, quoi. Ouais. C'est 2 millions de salariés. Et c'est eux qui fabriquent les iPhones. Ouais. Tu vois. Donc, en gros, je pense qu'on doit, en Afrique, focaliser l'attention, ou en tout cas les études, à 80% sur des filières scientifiques. Je pense même qu'au Rwanda, ils ont supprimé pas mal de filières au Rwanda. Je me rappelle, ils ont dit non, les trucs comme ça, là, il faut enlever ça, ça ne sert absolument à rien. Et tout, on va focaliser l'attention ou le budget de l'État sur les trucs qui vont permettre aux jeunes de développer un esprit critique, scientifique, etc. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Bon, moi, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, en fait, où on dit, si tu échoues dans ta planification, tu planifies d'échouer. Ouais. Mais je vois souvent qu'en Afrique, on ne planifie pas. Oh, rien du tout. On ne planifie pas. Donc, on fait les choses juste, comme on le dit, on navigue à vue. C'est ça. Donc, on va faire les choses, on va se dire... Parce que moi, ça me surprend qu'il y a des parents. Récemment, il y avait un gars, il paraît qu'il a enceinté une dame. Après, on ne l'a plus vu, il est allé rester au Gabon jusqu'à... sa fille a 35 ans. Sa fille a fait un autre enfant. Et c'est quand, lui là, un jour, il s'est réveillé, il est venu du Gabon, qu'il a commencé à courir. Ah ouais, d'abord sa fille a eu un enfant. Donc il est grand-père. Et c'est en partant, il lui a donné 20 €. Et après, il appelle, ah, et le bébé et tout, comment je fais pour vous aider et tout. Vous voyez, c'est des situations qu'on rencontre beaucoup en Afrique. Ouais. Et même nos frères dans la diaspora, tu vois que c'est des gars qui ne voient pas à 30 ans. Ils ne voient pas sur 10 ans. Parce que quand tu vois sur 10 ans, tu sais que, ok, peut-être l'argent que je suis en train d'utiliser aujourd'hui pour faire telle chose, je dois penser à demain. Exactement. Tu vois, je dois penser que, ok, les enfants doivent manger dans 10 ans. Tu vois, oui. Les enfants doivent être éduqués. Dans 10 ans, je n'aurai plus la santé que j'ai. Donc, il faut que j'ai du cash. Parce que tu es en Afrique, il faut que tu aies du cash pour soit te soigner ou soit voyager. Tu vois. Donc, beaucoup de gens ici ne planifient pas. Et à travers ce podcast-là, je pense qu'on doit revenir sur la partie planification. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Mais si vous ne planifiez pas votre vie, vous planifiez d'échouer. Exactement, ouais. La planification est très importante et je pense même que au-delà même de nous en tant que personnes individuelles, c'est même au niveau même des États africains, c'est pareil. Hein. Il n'y a aucun plan réel.
Tu vois, on vient, on fait des élections, on met des trucs, mais il n'y a aucun plan d'avenir. Il n'y a aucun plan où on va venir budgétiser, on va dire, OK, on va faire ça, 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 ça. On va valider cela, on va vérifier si on l'a fait ou pas. Tu vois, et c'est des choses qui sont très courantes, hein, même dans toute l'Afrique et tout. Et effectivement, avoir cette compétence de pouvoir planifier les choses, de pouvoir se dire, OK, dans 5 ans, qu'est-ce que je fais? Dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? Comment je vais réagir par rapport à telle chose, etc. C'est extrêmement important. Et même par rapport à moi dans le business, quand je me suis lancé, c'est parce que j'avais un plan quelque part. Je me suis dit, ça c'est la destination, mais comment je fais pour atteindre cette destination-là? Parce que je viens en France, je découvre l'univers du business en ligne, je vois des gars qui voyagent, qui ont cette liberté, parce que c'est ça le truc, hein, qui ont cette liberté de faire tout ce qu'ils veulent, et ça change ton logiciel en fait. Parce que toute ta vie, tu as été éduqué dans un système africain où on t'a expliqué qu'il faut aller à l'école, être avocat ou être médecin, ou faire ci, et que c'était la voie royale, etc. En fait, le problème de l'Afrique, c'est que, surtout les pays francophones, on pense que ce que ça a été il y a 50 ans auparavant, ça sera encore comme ça. Il y a 50 ans, on cherchait des gens pour travailler. Donc, si tu arrives, un gars qui fait des études, il est chirurgien ou bien il est docteur simplement, mais on voyait sa vie littéralement changer. Le gars, il a une voiture, c'est lui qui sort toutes les belles filles du coin, c'est lui qui finance toute la famille. Donc, toute la famille dit, bon, lui, il a fait quoi comme formation? Ah, c'est un docteur. Et du coup, tout le monde a orienté tout le monde vers là-bas, sans même réfléchir à est-ce que ça, là, ça va continuer? Tu vois? Donc, aujourd'hui, bon, moi, je vois des gens, j'ai des amis, par exemple, qui sont dans de très, très grandes institutions, ils sont des banquiers. Leurs enfants aussi veulent être banquiers. Alors que ça, leurs enfants, et ça, on doit aider les enfants à comprendre que si je suis banquier aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris une décision il y a 10-15 ans. Exactement, ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire demain? Et si demain, le métier de banquier est supprimé, on parle de l'intelligence artificielle, tout ça. Pas mal de choses aujourd'hui. Donc, c'est vraiment en voyant de loin qu'aujourd'hui, tu vois, parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en 2022, 2023. En 2033, voilà ce que je veux définir. Et ça, je dis souvent aux gens, prenez j'ai un cahier vert là, je ne sais pas si tu le vois. Prenez ça et écrivez noir sur blanc ce que vous voulez. Dans votre compte en banque, dans votre vie, dans votre entourage, vous mettez tout ça. Et vous ramenez ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui peut vous empêcher de ne pas atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif? Et ce qui va vous empêcher, c'est déjà, vous ne planifiez pas suffisamment. 2, vous êtes dans une situation où vous écoutez trop ce que les gens disent. Parce que des fois, il y a quelque chose que tu es en train de faire comme ça. Quand tu prends un architecte va placer deux briques là, 3 briques là, 4 briques là-bas. Et tout le truc n'a aucun sens jusqu'au moment où la maison est debout. Mais la plupart des gens pensent en fait comme des artisans. C'est-à-dire, dès qu'ils placent 2 briques, ils disent « Mais non, tu fais quoi là? Ça n'a aucun sens, on ne voit rien. » Non, enlève ça de là, place ici. Et à la fin, vous vous retrouvez avec des maisons qui tombent. Ou bien des maisons dans lesquelles vous êtes l'eau coule. Donc, soyez déjà un architecte et pendant que vous exécutez sur tout ça, quand les gens exécutent, ils laissent des artisans les convaincre de changer. De changer les choses. Donc, pendant que tu es en train d'exécuter, peut-être que tu auras besoin de travailler des dimanches pour pouvoir arriver là où tu veux aller, parce que c'est un plan à long terme, mais il y aura des gars qui sont toujours là pour te dire « Oh, le dimanche, bon, ce dimanche-là seul, c'est bon, viens, on va s'amuser. » Alors que toi, tu as besoin d'accumuler comme ça plusieurs dimanches sur 10 ans pour y arriver. Exactement. Tu vois? Et aussi, l'une des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention, c'est que l'entourage, souvent, veut pousser les gens vers le bas. Parce que je dis souvent, ta réussite est la preuve que les autres n'ont rien fait. Tu vois? Et il y a cette petite jalousie où les gens vont te dire non, il travaille trop vieux, faut laisser ça là même, ça ne marche pas. Tu vois? Parce qu'il se dit qu'en travaillant comme ça, peut-être que toi tu vas réussir mieux que lui. Et ça va lui montrer en face qu'en fait c'est que lui il a été paresseux. Tu vois? Donc c'est très subtil, hein, mais il y a beaucoup de petites jalousies, façons, de gens parfois qui t'aiment. Hein, c'est tout à fait normal, tu vois? Tu as de la famille, des frères même et tout, mais qui quelque part veulent te tirer vers le bas pour que vous restiez tous dans la médiocrité aussi.